Did you ever go out with someone and just lie? Question after question. Maybe you're trying to make yourself look cool or better than you are or whatever. And you just... not really lie, but maybe you just don't say everything. Want to make a deal with me? I'll tell you everything. And you tell me everything. And maybe we can get through all the piss and shit and lies that kill other people. À la sortie de Magnolia en 1999 et dès son premier mois d'exploitation en salle, je me souviens être allé le voir 8 fois pour essayer de comprendre ce qu'il cachait. J'étais comme fasciné par toutes ces vies qui s'entrecroisent lors d'une journée sous un temps orageux en Californie. Car de tous les films qui composent la filmographie de Paul Thomas Anderson, Magnolia est peut-être celui qui cristallise le mieux l'œuvre du réalisateur. Si certains y voient un film prétentieux, d'autres y voient un chef-d'œuvre kaléidoscopique qui ausculte à la loupe les fêlures de 9 personnages, tous rongés par leur passé. Des années après sa sortie, ce film continue de fasciner et reste un de mes films préférés de par son casting incroyable, sa narration haletante, mais aussi pour son deuxième niveau de lecture, celui-ci nous révélant une vérité sur cette improbable suite de coïncidences, mais surtout sur un mystère qu'évoque un jeune personnage dès le début du film. Un cadavre retrouvé dans un placard. Comme d'habitude, je dois vous avertir que cette vidéo contient des spoilers et qu'il est nécessaire d'avoir vu Magnolia pour suivre cette analyse. C'est à travers l'histoire de 9 protagonistes au destin entrecroisé que le film se déroule, lors d'une journée d'enregistrement de la célèbre émission Que savent les enfants, émission dans laquelle s'affrontent enfants et adultes sur des questions de culture générale. Cette émission est centrale dans le film et elle relie tous les personnages. On peut alors les présenter brièvement en déroulant son organigramme. Commençons par le producteur de l'émission, Earl Partridge, père de Frank McKee et mari de Linda. Il est dévoré par le cancer et a à son chevet un infirmier personnel, Phil Parma. Ensuite, le présentateur de l'émission, Jimmy Gator, père de Claudia et marié à Rose, il est lui aussi atteint d'un cancer. Claudia Gator. Claudia est la fille de Jimmy Gator et Rose. Elle fait la rencontre du policier Jim Curring. Nous avons ensuite les candidats de l'émission. Stanley Spector. Stanley est l'actuelle star de l'émission Que savent les enfants, dirigée par Jimmy. Donnie Smith. Dans les années 60, Donnie était la star de la même émission et était considéré comme l'enfant le plus intelligent de la ville de Los Angeles. Tous ces personnages seront reliés à la toute fin du film par une mystérieuse pluie de grenouilles qui va s'abattre sur la ville. Cette pluie de grenouilles a été le sujet de nombreux débats. Mais si cela peut sembler très obscur lors d'un premier visionnage, cette pluie annonce une rédemption pour nos personnages, car sans le savoir, ils sont tous liés les uns aux autres. Des vies connectées par plus que le hasard et les coïncidences, ou qu'une émission de télévision. Et pour le comprendre, nous devons retourner au début du film. Le film s'ouvre avec un narrateur nous relatant 3 histoires mettant en avant des coïncidences. Un pharmacien qui se fait agresser par 3 hommes, Joseph Green, Stanley Berry et Nigel Hill, portant le même nom que le quartier où se passe l'agression, Greenberry Hill. Ils seront jugés et pendus. Pour éteindre un incendie, un Canadair attrape accidentellement un plongeur, qui sera retrouvé mort au sommet d'un arbre après avoir été largué par l'avion. Le pilote du Canadair n'est autre que le client avec lequel la victime s'était battue la veille au casino. Un jeune homme se suicide en sautant du toit de son immeuble. Un filet de sécurité posé au bas du bâtiment aurait pu le sauver. Mais lors de sa chute, il est abattu dans les airs par une balle tirée par sa propre mère, lors d'une dispute avec son père. Ces 3 histoires semblent ne pas être pour le narrateur le fruit du hasard ou des coïncidences. Et pour le comprendre, il nous faut être plus attentif à certains détails. Regardez. Dans la première histoire, si nous faisons un arrêt sur image lors des pendaisons, nous avons cette première information, 82 sur le vêtement du condamné. Nous retrouverons ce nombre dans la seconde histoire, ici sur le Canadair, et ici au casino quand Greg demande qu'on lui serve une bonne carte. All I need is a 2. All you need is a deuce. All right.
That is an A. Et dans la troisième histoire, nous pouvons retrouver ce nombre lors de la conférence des médecins légistes, lors du suicide avec cette corde, et ici sur le numéro de l'appartement. Que veut dire ce 82 qui apparaît tout au long du film sous diverses formes? Car oui, on le retrouve également dans l'histoire qui touche nos 9 protagonistes. Sur un numéro de téléphone, sur une probabilité de pluie, sur le matricule de Marcy, ou encore l'annonce de Jim. So if you are this person, please leave me a message at box number 82. Pour trouver la réponse au nombre, il nous faut prendre en compte l'affiche sur cette séquence, ou encore ce panneau ici, Exodus 8.2. C'est en allant chercher dans la Bible que l'on pourra y voir plus clair. Ce nombre fait référence au 2e verset du 8e chapitre du livre de l'Exode dans l'Ancien Testament, annonçant l'une des 10 plaies d'Égypte, une pluie de grenouilles. Tous les personnages arrivent à un moment de leur vie où le passé les rattrape et devient hors de contrôle, tout comme cet événement extraordinaire. Comme si cette manifestation hors du commun devait arriver pour annoncer la fin d'un cycle, car tous vivent avec leurs démons. Earl avec ses regrets, avant de se marier avec Linda, il a trompé son ex-femme et l'a abandonnée alors qu'elle mourait d'un cancer, laissant ainsi son jeune fils, Frank, s'occuper d'elle. Frank avec sa rancœur, il traverse une enfance difficile suite à l'abandon de son père et la mort de sa mère. Il devient conférencier dans un domaine très spécial. Respect the cock. And tame the cunt. Linda, avec sa culpabilité, elle a épousé Earl pour sa richesse et l'a trompé à tout va. Mais elle découvre, alors que celui-ci est mourant, qu'elle est amoureuse de lui. Elle refuse aujourd'hui d'hériter de la fortune d'Earl, mais ne veut pas non plus que Frank en profite, car elle le déteste. Jimmy, avec ses erreurs, dans le passé, il a trompé sa femme. De plus, il y a une forte allusion au fait qu'il ait agressé sexuellement sa fille Claudia quand elle était encore jeune. Il a maintenant un cancer et il lui reste environ 2 mois à vivre. Claudia avec son enfance volée. Elle mène une vie désordonnée entre drogue et relations éphémères. Donnie avec ses parents. Il y a longtemps, alors qu'il était la star de l'émission, tous ses gains ont été dépensés par ses parents. Il fut également frappé par la foudre et perdit ainsi son incroyable intelligence. Il cumule maintenant les déboires financiers et souffre de solitude affective. Stanley avec son père. Ce dernier vit également des gains de Stanley remportés lors des émissions et est extrêmement dur avec son fils. You ready to keep winning? Ces personnages ne se connaissent pas tous, ils se croisent, se frôlent, s'impactent et sont parfois unis par un lien invisible. Comme nous le dit le narrateur, ça ne peut pas être de simple hasard ou coïncidence, et si tous regrettent leur passé, quelque chose d'inattendu va amorcer une rédemption. Et cette chose inattendue, ce n'est pas la pluie de grenouilles qui, elle, était annoncée depuis le début du film, mais le meurtre d'un homme inconnu, retrouvé dans un placard. En parallèle des 9 histoires principales, une énigme semble planer sur le film. En effet, au début du long métrage, un homme est retrouvé mort dans un placard. Une mystérieuse personne, nommée le Ver, semble en être le responsable. On ne voit jamais son visage, mais il est le fils de Marcy et de la victime, et également le père d'un petit garçon appelé Dixon. Le pourquoi de ce meurtre reste en suspens et semble anecdotique dans le film. Et c'est pourtant en comprenant ce crime qu'on prend conscience qu'il est le cœur de la problématique commune à tous les personnages. Building guy says the son and the closet guy are always going at it. Right. And what is she saying? Not a goddamn thing. Que voit-on finalement tout au long de ce film? Des enfants blessés par leurs parents, qui deviendront par la suite des êtres malheureux et torturés. Why are you here? Why are you doing this? Coming in here? You want to call me a whore? Are we going to continue with this game? Yes. Hey, you look at me. Look at me. You are 2 days away from this record. Okay? Nobody's ever done that. You get through this, I'll get you anything you want. Anything. You just got to get through this, okay? Who took his life and his money? His parents? His mommy and daddy? Make him live this life like this. A man of genius who gets shit on as a child. And that scars. That hurts. What is it, Dad? What is it, huh? Is it their pussies, their love? Yeah, Mommy wouldn't let me play soccer, and Daddy, oh, he hit me. So that's
That's who I am. That's why I do what I do. Bullshit. Et si nous revenons au début du film avec les 3 petites histoires, nous voyons les effets dévastateurs de cette chaîne parents-enfants. Les 3 agresseurs ont sûrement eu une enfance difficile, tout comme cet homme qui se noie à longueur de nuit dans l'alcool, et plus encore avec Sidney Baringer qui veut en finir avec la vie, là des disputes de ses parents. Mais parfois, l'enfant opprimé peut se rebeller et casser cette chaîne infernale. C'est le cas pour le ver, qui tue son propre père ou beau-père, se libérant ainsi de l'oppression. C'est d'ailleurs ce que confirme le fils du ver, le petit Dixon, dans son rap. Pendant longtemps, j'ai d'ailleurs cherché à en comprendre les paroles. Je vous propose de les analyser ensemble. Presents, with a double ass meaning is I bestow, with my riff and my frappuccino and meato. Think fast, catch me out, cause I throw what I know with the resonance. Dans cette première phrase, Dixon prévient qu'il sait des choses, mais que cela sera caché et a ou aura une résonance dans le temps. Malheureusement, il prévient que Jim n'entendra pas. For your trouble ass, feeding the wind yourself off of the back of the shelf. Jackass, crackers, body stackers, thick two niggas, master pain, yo. Hold it, homeboy. Le sortir du placard aura du sens, nous dit le jeune Dixon. Mais surtout dans ce passage, il met en avant des personnages du film, dont Jimmy, Claudia ou Linda. Living to get older with a chip on your shoulder, except you think you got a grip, cause your hip got a holster. Ain't no confessor, so Buster, you better just shut the fuck up. Try to listen and learn. Ici, il parle de Jim et de l'image qu'il a de lui-même en portant l'uniforme. Mais pour Dixon, l'habit ne fait pas le moine, et il insiste pour que le policier comprenne et apprenne. Check that ego, come on fit, I'm the prophet, the professor, I'ma teach you about the worm, who eventually turned to catch wreck with the neck of a long-time oppressor. Le gamin voit des choses et sait des choses, comme beaucoup d'enfants victimes ou témoins de sévices. Ils savent mais ne parlent pas. Jusqu'au jour où l'un d'eux craque et se retourne contre l'oppresseur. C'est le cas du ver. And he's running from the devil, but the debt is always gaining, and if he's worth being hurt, he's worth bringing pain in. When the sunshine don't work, the good Lord be raining. Malgré le temps et la distance, ce diable, symbolisant l'oppression parentale, perpétue inlassablement son emprise sur l'enfant. Enfant qui se soumet par peur, mais aussi par amour. Un schéma qui se passe de génération en génération, comme un héritage néfaste. Et Jim pourrait comprendre la situation, mais n'écoute pas vraiment le jeune Dixon. Là est la leçon. L'adulte ne peut ou ne veut pas entendre la souffrance de l'enfant, qui choisira alors de cacher sa blessure pour le reste de sa vie. Mais ce cacher ne suffira pas. Un événement doit amorcer la guérison. The indecision of a child, ladies and germs. Et maintenant, voici comment chacun va soudainement en finir avec le passé. Dès le meurtre de l'homme du placard, la chaîne a été brisée, et cette petite brisure change littéralement le cours des histoires dans le bon sens. Comme vous le savez, l'ensemble des personnages souffrent de son passé. On peut alors séparer les protagonistes en 2 grands groupes. Les oppresseurs, figure parentale incarnée par Earl, Linda, Jimmy et le père de Stanley. Et les oppressés, figure de l'enfance, incarnés par Frank, Claudia, Stanley et Donnie. Et c'est sur ce dernier groupe que l'affaire du meurtre du placard va avoir un effet rédempteur. Regardez. Le ver tue l'oppresseur. L'affaire de ce meurtre provoque la rencontre entre le jeune Dixon et Jim. Dixon apprend au policier l'importance de savoir écouter la souffrance de l'autre. Cette leçon est donnée lors du rap, mais aussi lorsque Dixon vole à l'officier son revolver. La honte que Jim ressent face à ce vol le rend alors vulnérable, dépouillé de son image de figure d'autorité et ne lui laissant que sa capacité d'écoute comme seule arme de service. Il aide ainsi Donnie à réparer son erreur et se rapproche également de Claudia en étant pour elle une oreille attentive, sans jugement. Plus tard, Dixon appelle les secours lorsqu'il découvre le corps inerte de Linda qui a tenté de se suicider. Linda ayant ainsi survécu, Frank va pouvoir enterrer les rancœurs du passé et lui rendre visite à l'hôpital pour passer l'épreuve du deuil de Earl ensemble. Mais pour Stanley, en quoi le ver et Dixon ont un impact sur lui puisqu'ils ne se croisent jamais? Eh bien c'est dans le scénario original que l'on peut découvrir une scène inédite. Peu après l'émission, Stanley rencontre le ver dans un bar, et ils discutent sur la violence de leurs pères respectifs.
Si l'un doit rapporter de l'argent en répondant à des questions, le ver le fait aussi en commettant des vols et en impliquant son propre fils Dixon. Et c'est dans cette séquence que Stanley va assister à la rédemption du ver et de son fils. Stanley, marqué par ce rapprochement, en fera de même avec son père. Dad, you need to be nicer to me. Go to bed. You have to be nicer to me, Dad. Go to bed. On peut alors imaginer une rédemption possible pour cet homme abusif. Pour finir cette vidéo, j'aimerais faire une expérience avec vous et vous parler d'une notion qui semble bien omniprésente dans Magnolia, celle de la synchronicité. Ce terme a été inventé par Carl Gustav Jung pour décrire des événements étonnants, sans lien de causalité, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit. L'exemple le plus courant est celui où vous pensez à une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps et que celle-ci vous contacte pile à ce moment-là. Cette notion rappelle fortement la synchronisation incroyable qui se déroule tout le long du film entre nos différents personnages, surtout dans cette scène finale où ils se croisent au même moment. Synchronisation qui les relie entre eux et les amène en un point de bascule dans leur vie. Vous avez vous-même probablement vécu ce genre d'expérience, et comme dit Stanley, ces choses arrivent. Phrase que nous retrouvons sur ce tableau. Mais comment interprétez-vous cette phrase? Deux types d'interprétations me viennent à l'esprit, mais vous allez voir qu'elles renvoient à deux idées de la vie bien différentes. Le premier groupe interpréterait cette phrase ainsi. Tous ces événements relèvent du pur hasard, des coïncidences comme il en arrive tous les jours, ça n'a pas de but ou de sens précis. Le second groupe, lui, verrait la chose autrement. Pour lui, pas de hasard. Ces événements ont un sens, ils devaient arriver. Ce sont donc des synchronicités. Et ces synchronicités peuvent aider et faire grandir. L'interprétation est ouverte et je vous laisse choisir dans quel groupe vous vous sentez le plus aligné. Car votre choix vous permettra peut-être de répondre à cette question sur laquelle je vais vous quitter. À la fin du film, Jimmy Gator, le père de Claudia, compte se tirer une balle dans la tête quand une grenouille frappe son bras. Jimmy tombe sur le sol avec une trace de sang près de la tempe. À votre avis, a-t-il survécu ou est-il mort? Quel serait l'intérêt pour lui de survivre maintenant, alors qu'il mourra de toute façon de son cancer dans 2 mois? Si vous avez choisi le premier groupe, peu importe qu'il soit vivant ou mort, tout ça n'est que coïncidence et n'apporte rien au récit. Si par contre vous vous situez dans le deuxième groupe, vous pourriez repenser au fait que Earl a eu cette chance de pouvoir revoir une dernière fois son fils et être pardonné. C'est peut-être en ce sens qu'il faut aborder la suite des événements pour Jimmy et Claudia, un père mourant et sa fille blessée. Et si vous êtes toujours là à m'écouter, vous savez, comme moi, qu'entre ces deux groupes, j'ai fait mon choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et partager la chaîne autour de vous. De mon côté, je vous donne rendez-vous à la rentrée pour les prochaines théories.